lancer. Rebonjour. Nous sommes les 11 mai dans le cours de Panorama de la littérature française. Et on commence, je vous ai demandé, je vous ai mis une série de vidéos sur la plateforme. Je vérifie ici, c'était... Voyons ici, c'était une première vidéo. Voyons. Non, c'était le cours de Panorama. Donc, la première, c'était Le Parnassien, une vidéo peut-être longue de 20 minutes, 20 minutes de vidéo sur les Parnassiens. Et après, il y avait une vidéo sur Baudelaire. C'était une vidéo assez détaillée, assez intéressante. Il y a une vidéo plus courte du site internet Commentaires composés sur les fleurs du mal. Et finalement, il y avait une vidéo sur les poètes symbolistes. Donc, je vous recommande la visualisation de ces vidéos-là. Elles sont assez informatives, intéressantes. Et aujourd'hui, je vais repasser par ce contenu, mais en utilisant les poèmes. À partir des poèmes, je vais vous présenter la poétique de ces mouvements poétiques de l'époque. Et quand je dis la poétique, c'est-à-dire c'est les règles des compositions poétiques, en quelque sorte. Et si vous voulez, là, je ne vais pas partager avec vous. Je vais juste dans la bibliothèque de mon Kindle ici ouvrir le livre de Yves Stalloni. Dans le 19e siècle, nous avons des extraits sur chacun de ces mouvements. Voilà. Donc, nous avons un extrait sur le romantisme, nous avons déjà vu, le Parnasse, le réalisme, le naturalisme et le symbolisme. Et donc, non, ouais, je vais être fidèle, loyal à mon stratégie du début. Donc, je commence, je vais partager ici un document PDF. Il est où? Deux secondes, parce que je ne vois pas pourquoi mon document PDF n'est pas disponible. Voyons ici. Et voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez ici la couverture du livre Poésie, première poésie de Théophile Gautier. Théophile Gautier est un écrivain assez important. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Théophile Gautier, tout d'abord? Parce que lui, il n'est peut-être pas connu du grand public brésilien. Oui, Juliane, tu connais Théophile Gautier. Et donc, c'est... Qu'est-ce que je peux parler de Théophile Gautier? Théophile Gautier, il était critique littéraire. C'était une figure assez importante. Il était présent dans la scène littéraire de cette période du 1830, plus ou moins 20-30, un jeune écrivain. Il a fait une espèce de rapport littéraire des conflits théâtraux
au niveau du théâtre, comme la bataille d'Hernani. Si vous avez déjà suivi les cours de théâtre, probablement vous avez entendu parler de cette bataille d'Hernani. C'était ces moments de l'introduction, surtout par Victor Hugo, d'une nouvelle façon ou d'un renouveau du théâtre. Et donc, Théophile Gautier, il a vécu cette expérience du théâtre romantique ou du drame romantique de Victor Hugo, mais il était poète aussi, il était critique, critique d'art, critique littéraire. Il a écrit des proses aussi, et je crois que j'ai ici. C'est drôle parce que parce qu'il a des contes fantastiques aussi, et je pensais que j'avais une copie ici de ce livre de Théophile Gautier. Je pense que j'ai un livre physique sur les étagères de Théophile Gautier. Donc, il a ce genre d'histoire merveilleuse ou de terreur, de horreur, comme Edgar Allan Poe, Mérimée. Un peu plus tard, on aura ces contes fantastiques de Maupassant. Donc, Théophile Gautier, il était poète, critique, et il écrivait des contes en prose aussi. Mais c'était une figure, même s'il n'est pas très connu du public brésilien, en France, il est un écrivain assez connu. Et moi, j'aime bien utiliser Théophile Gautier parce que, pour parler, pour introduire le Parnasse, parce que vous allez, si vous regardez la vidéo, les poètes parnassiens que j'ai mis dans la plateforme, vous allez voir qu'on parle d'autres poètes comme les Contes de Lille, etc. Par contre, c'est plus ou moins, j'aime pas trop, moi personnellement, les poètes parnassiens. C'est plus ou moins comme nous avons notre Olavo Bilac ici. Et récemment, j'ai vu, comme par hasard, un commentaire sur Olavo Bilac. Et Olavo Bilac, il suivait les normes de la poésie parnassienne française, d'un problème sérieux au niveau poétique, c'est-à-dire c'était des poèmes formellement parfaits, mais on a l'impression qu'il manque du contenu. C'est comme si le poète parlait des mots vides. C'est juste pour la forme, juste pour la rime, la composition, etc. Et vous connaissez sûrement quelques notions de base du mouvement parnassien. Je peux même utiliser ici les servir de la description de Yves Stalloni par rapport au Parnasse. Et voyons ici les cultes du travail, mais quand on parle du culte du travail au niveau des poètes parnassiens, c'est le travail de la forme. Ce n'est pas le travail dur dans une mine ou quelque chose comme ça, dans une industrie. Non, c'est le travail dur de la forme. Donc, ils cherchent la forme parfaite. Et puis, nous avons la religion du beau, c'est-à-dire ils vont chercher cette forme parfaite et la beauté dans la poésie. Et cette recherche de la beauté, elle va nous mener à quelque chose qu'on appelle l'art pour l'art, c'est-à-dire l'art ne sera pas, la poésie, la littérature, les romans ne sera pas engagé. Il sera, le but de l'art est d'être beau, c'est tout. L'art ne doit pas être engagé.
Et en quelque sorte, cette posture non engagée, elle viendra comme réponse à l'engagement de certains écrivains et de certains poètes romantiques, comme Victor Hugo. Nous avons commenté en passant ces éléments-là. Et voyons ici encore, je suis le chapitre de Stalloni, et nous avons encore ici un élément, c'est l'impassibilité, c'est-à-dire un caractère impassible par rapport aux misères du monde, à la guerre, aux conflits sociaux, etc. Parce que l'important, c'est l'art. Et nous aurons ici un groupe d'écrivains qui va se mettre à une certaine distance des conflits. Et surtout, ça, c'est... moi, j'essaye toujours de comprendre ces phénomènes dans leur contexte. Et il faut dire que ce premier 30 ans, 40 ans, 50 ans du 19e siècle en France ont été assez conflictueux au niveau politique, avec Napoléon, la Restauration, l'Empire, et puis avec Napoléon III, encore une fois. Donc, la République qui ne marchait pas, qui commençait, ne déclenchait pas une tradition républicaine en France. Donc, il y a eu au XIXe siècle plusieurs mouvements littéraires, mais aussi plusieurs mouvements politiques. Comme je disais, la monarchie, l'Empire, Napoléon, la monarchie, la République, la monarchie encore une fois, et puis l'Empire, Napoléon III. Donc, on peut penser, pour essayer d'expliquer de manière contextuelle, c'est possible de comprendre cette posture des écrivains, de certains écrivains, de prendre distance de la politique, comme une espèce de fatigue d'un contexte politique tellement turbulent. Pardon. C'est plus ou moins ce qu'on vit maintenant. Moi, je me sentais fatigué récemment et je me suis demandé, je me suis dit, oui, mais c'est évident qu'on se sent fatigué avec un contexte politique comme celui-là, politique et sociétaire, parce que même si la politique allait hyper bien, il y aurait quand même la pandémie. Donc, surtout avec un gouvernement à chaque jour, à chaque semaine, introduit un nouveau conflit. Et ça nous concerne plus ou moins parce que c'est notre contexte de vie, le chômage, etc. C'est fatigant. Et c'est compréhensible, je fais cette parenthèse pour expliquer essayer d'expliquer les contextes du Parnasse en France. Mais c'est ça, c'est comme une espèce de fatigue des conflits de la société et on se réfugie ou on retrouve du refuge dans l'art. D'accord et voyons ici s'il y a... Non, c'est bon. Et donc, vous voyez ici projeté la couverture de Théophile Gautier. Et il a une préface ici assez intéressante. Vous voyez, c'est une préface de quelques pages, 4 ou 5 pages, mais c'est très intéressant parce que dans la préface, il définit plus ou moins quelle est la poétique, quelle est la posture qu'il va assumer face à la vie, à la société et à la poésie, à l'art de manière générale. Et cette posture, c'est cette posture de la fatigue, de la distance, du non-engagement. Et donc, voyons ici. Voilà. Je m'excuse, c'est un document issu du site Gallica, donc c'est une édition ancienne
Vous voyez, les lettres ne sont pas très claires, mais c'est les textes que nous avons disponibles gratuitement sur Internet. Donc, il dira ici, et il parle du poète, parce que l'auteur. Et c'est intéressant parce qu'il parle de l'auteur à la troisième personne, d'accord? Et donc, il dira ici, l'auteur de ce livre, n'a vu du monde que ce qu'on en voit par la fenêtre. Et il n'a pas eu envie d'en voir davantage plus. Donc, le poète, l'auteur de ce livre, il a vu le monde de sa fenêtre et il n'a pas envie de voir plus. Il n'a aucune couleur politique, il n'est ni rouge, ni blanc, ni même tricolore. Il n'est rien, il ne s'aperçoit des révolutions que lorsque les balles cassent les vitres. Moi, j'adore cette image parce que il prend contact avec la révolution quand il y a des balles qui percent les vitres de la fenêtre. Il ne va pas descendre dans la rue pour participer aux barricades, etc. Il aime mieux être assis que debout, couché qu'assis. Et c'est encore une autre image très belle, et surtout pour ceux qui sont bien paresseux, n'est-ce pas? Il aime mieux être assis que debout e couché qu'assis. Melhor estar sentado que em pé e melhor estar deitado que sentado. Et après, c'est une habitude toute prise quand la mort vient nous coucher pour toujours. Il fait de vers pour avoir un prétexte de ne rien faire et ne fait rien sous prétexte qu'il fait des vers. Donc, c'est cette idée du poète ou de l'artiste qui est oisif, c'est-à-dire qui ne fait rien, n'est-ce pas? Et donc, il suit, on continue le texte ici. Voilà. Pour les critiques d'art ou de grammaire qu'on pourra lui adresser, il y souscrit d'avance. Il connaît très bien les défauts et les tâches de son livre et il n'a pas évité les uns ou enlevé les autres, c'est qu'ils sont tellement inhérents à sa nature qu'il ne saurait exister sans eux. Du moins, c'est l'excuse qu'il donne à sa paresse. Donc, il est tellement paresseux que si on retrouve des problèmes, des fautes dans ces textes, dans ces poèmes, c'est la nature du poème. Ici, c'est important de dire, comme j'avais dit tout à l'heure, Théophile Gautier n'est pas tout simplement un poète parnassien. Il est une espèce de précurseur du Parnasse en France. Si on cherche un poète vraiment parnassien, on peut voir, par exemple, les contes des villes. Mais ce qui m'intéresse dans un poète comme Théophile Gautier, c'est comment il annonce les mouvements qui viendront. C'est ça, parce que les autres, c'est l'exemple que je donne toujours. Dès qu'on a un mouvement musical, par exemple, il y a un groupe ou un autre qui viennent avec une révolution musicale. Et puis, il y aura plein de groupes qui vont répéter la formule, n'est-ce pas? Pensez à... plus récemment, moi, je parle toujours du mouvement indie, n'est-ce pas? Il y avait quelques groupes avant. Aujourd'hui, si on est jeune, on veut faire un groupe de musique rock, ce sera sûrement indie. C'est drôle de parler ça. Récemment, j'ai découvert c'est pas récemment, c'était l'année dernière, un groupe qui s'appelle je ne sais pas si c'est Hit, parce que les noms du groupe ressemblent à, la drag queen, drag queen Rita Von Hunt.
et j'oubliais les noms du groupe. Mais c'est un groupe récent, des jeunes, qui reprend les rock de Led Zeppelin, par exemple. Donc, c'est quelque chose d'intéressant parce que ils font un type de musique qu'aujourd'hui, on ne le fait plus. D'accord? Ou, je sais pas, si vous pensez à un groupe comme MGMT, qui reprend quelque chose de plus ancien. Mais pensez, voilà, Luciana, exactement. La similarité avec Hit for Hunt, c'est juste les fans, van, le reste. Mais il y a Greta, c'est un nom féminin, et Fleet, exactement, c'est ça. Et à mon avis, c'est un très bon groupe de rock. Donc, je vous invite à écouter. Et merci, Luciane, de me rappeler le nom du groupe. Mais sinon, juste cette image du indie, du rock, vous, sûrement, comme vous écoutez de la musique, vous savez que c'est quelque chose qui est venu pour changer un petit peu la scène. Et après, c'est la mode. Et on voit plein de groupes qui viennent pour répéter la même formule. Et ça se passe avec le sertanejo universitaire, ça se passe pareil avec d'autres phénomènes artistiques ou culturels, etc. Donc, tout ça pour dire que je préfère Théophile Gautier parce que je pense qu'il y a quelque chose de plus frais dans sa poésie. Donc, voyons encore ici. Voilà. Ici, vous voyez la thèse, exprimée. À quoi cela sert-il, la poésie, la littérature? Cela sert à être beau, c'est tout. Donc, le but de la littérature, de la poésie, ce n'est pas d'être engagé, d'échanger la société, de changer la vie des gens. C'est juste d'être beau. N'est-ce pas assez comme les fleurs, comme les parfums, comme les oiseaux, comme tout ce que l'homme n'a pu détourner et dépraver de son usage. Donc, il demande ou il préconise cette idée que certaines choses, la fonction de certaines choses, c'est d'être beau ou belle. Chose à être belle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher d'autres fonctions, n'est-ce pas? À éduquer. Ça, c'est important parce que la poésie du 7e siècle, 16e siècle, on avait cette devise de plaire et instruire. Pensez par exemple aux fables de La Fontaine. On avait par exemple la fable de la cigare et de la fourmi, et à la fin, il y avait une moralité. Et donc la moralité, parce qu'on lit le texte pour le plaisir, pour s'amuser, pour voilà. Et la moralité à la fin, c'est les côtés qui nous aident à s'instruire, à se cultiver à partir de la littérature. Et ici, nous sommes dans un autre contexte dans lequel le poète préconise la beauté et c'est tout. Et il continue ici, en général, dès qu'une chose devient utile, elle cesse d'être belle. Donc ça, c'est une conception assez importante dans l'histoire de la littérature, l'histoire de l'art, n'est-ce pas? S'il y a une fonction, ce n'est pas beau. Il y a cette idée, et ça, c'est la définition de l'art pour l'art, n'est-ce pas? Elle rentre dans la vie positive, des poésies, elle devient prose, de libre esclave. Tout l'art est là. L'art, c'est la liberté, le luxe, l'efflorescence, c'est l'épanouissement de l'âme dans l'oisivité. L'oisivité, ócio. Okay? Seria o desabrochar da alma no ócio. La peinture, la sculpture, la musique ne servent absolument à rien. Voilà. Voilà. De cette préface, c'était
tout ce que je voulais utiliser pour présenter cette notion ou la poétique de ces mouvements du Parnasse. Et je voudrais lire juste un poème de Théophile Gautier. Voyons ici. Deux secondes. J'aime bien ce poème-là parce qu'il utilise l'expression far niente de l'italien qui veut dire rien faire. Mais c'est pas ce poème-là que je voulais en fait. Je vais arriver. Patientez-vous. Il est où? Ah, voilà, ici. Parce que c'est un poème court qui résume bien cette idée de la préface du non-engagement du poète. Et donc, le titre du poème, c'est Le coin du feu, c'est-à-dire juste à côté du feu. Je ne vais pas lire ici là, et on peut lire tout simplement le poème. Et donc, nous avons ici, c'est un poème court, et vous voyez, je ne vais pas entrer dans les détails de la forme, le cas de Théophile Gautier, on ne va pas voir, on retrouve plusieurs formes poétiques. Et ici, par exemple, nous avons deux strophes de 2, 4, 6 vers. Il y a quand même le rythme, il y a la métrique du vers. On peut voir la rime, ruisselle, chancelle, choc, s'écroule, roule, rock. Donc ici, c'est embrasser les rimes. Mais ça suit le même schéma de rime, genre grêle, frêle, gémir, monâtre, folâtre, dormir. Donc c'est juste pour donner un aperçu de la forme poétique. Mais voyons le poème, Les coins du feu. Que la pluie à déluge au long des toits ruisselle, que l'orme du chemin penche, craque et chancelle, et au gré du tourbillon dont il reçoit le choc. Que du haut des glaciers l'avalanche s'écroule, que les torrents aboient au fond du gouffre et roulent avec ses flots fangeux de lourds quartiers de roc. Qu'il gèle et qu'à grand bruit s'en relâche la grêle, de grains rebondissants fouette la vitre frêle. Que la bise d'hiver se fatigue à gémir, qu'importe. N'ai-je pas un feu clair dans mon âtre, sur mes genoux un chat qui se joue et folâtre, un livre pour veiller, un fauteuil pour dormir. Et je voudrais en fait mettre en évidence, je ne vais pas entrer dans les détails du poème, mais cette partie-là de comporte, parce qu'en fait, il nous donne un contexte, par exemple, que la pluie a déluge au long des toits ruisselle, c'est-à-dire on écoute les bruits de la pluie en déluge à l'extérieur et rien à l'extérieur n'importe, et il se demande qu'importe, n'ai-je pas un feu clair dans mon âtre, dans ma chambre, sur mes genoux, un chat qui se joue et folâtre, un livre pour veiller.
et un fauteuil pour dormir. Donc, nous avons ici presque une description d'un bourgeois qui est à la maison avec tout son confort. C'est à l'idée de la préface dont j'ai expliqué tout à l'heure, qu'il voit la révolution quand la vitre est cassée par une balle, n'est-ce pas? Parce qu'il ne va pas dans la rue. Et donc, nous avons le même poète ici exprimer cette idée dans un poème, qu'il va rester dans les conforts de sa maison, il ne va pas descendre dans la rue, et peu importe les conditions climatiques, atmosphériques, etc., ou sociales, à l'extérieur. S'il a tous les conforts dans la maison, c'est à la maison qu'il va rester. D'accord? Et donc, ce que je voudrais retenir de l'idée du Parnasse, c'est plutôt cette idée de l'art pour l'art, d'un art non engagé et intéressé à la forme poétique. D'accord? Et à l'école, sûrement, vous avez étudié un petit peu Bilac, Olave Bilac, et il a ce poème célèbre. Je ne sais pas si le poème c'est célèbre, mais moi je ne me souviens plus le titre. Si je ne me trompe pas, c'est Cathédrale ou quelque chose comme ça, dans lequel il explique qu'il fait la comparaison d'une cathédrale avec un poème. Et quand on construit, quand on bâtit la cathédrale, on utilise les échafaudages pour construire, mais après, il faut tout retirer et laisser juste l'œuvre d'art qui est la cathédrale. Et le poème, c'est plus ou moins la même idée, c'est-à-dire l'effort d'écriture du poème ne doit pas être apparent dans le poème. Ce qu'on doit voir, c'est juste l'œuvre d'art du poème parfait. D'accord? Et moi, j'aime bien cette image du poème de Olave Bilac pour expliquer cette idée. Mais Olave Bilac n'est pas mon poète préféré, loin de ça. Donc, je finis cette présentation de Théophile Gautier. Mais Théophile Gautier, comme je disais, il sera un représentant de la genèse du mouvement du Parnasse en France, et aussi une caractéristique que je n'ai pas relevée ici, c'est un retour aux références classiques aussi, d'où l'idée du Parnasse. Le Parnasse, c'était où habitaient les poètes ou les dieux, je ne me souviens plus, dans l'Antiquité classique. Et donc, ils vont reprendre cette idée, et le Parnasse, c'est l'assemblée des poètes au 19e siècle, une espèce d'assemblée de poètes. Donc, c'est-à-dire une espèce d'espace réservé, privé, à une certaine distance de la société. D'accord? Et comme vous voyez, on laisse les conflits sociaux de côté pour se réfugier dans les références classiques, dans la poésie classique, etc. Mais il sera important pour Baudelaire parce que Baudelaire va, d'une certaine façon, hériter de Théophile Gautier et des Parnassiens les goûts de la forme. Et on verra comment Baudelaire est un poète génial au niveau de la forme, mais le contenu est original, est présent et est quelque chose de très important dans sa poésie. Et donc, je passe ici à un autre texte, et maintenant un texte théorique de Baudelaire. Pourquoi je vais entrer dans cette petite explication du texte de Charles Baudelaire? En fait, je ne sais pas qui là est en train de faire le premier cours de littérature française ou
et ceux qui ont déjà fait la poésie ou autre cours. Et donc, je vous demande ça parce que je ne sais pas si ça peut être répétitif. C'est juste le cas de répéter quelques informations. Et Baudelaire aussi, et dans la playlist sur YouTube, il y a une vidéo sur la vie de Baudelaire. Moi, j'aime bien connaître la vie des écrivains, mais pas pour expliquer leur œuvre, d'accord? Mais c'est intéressant connaître un peu leur vie. Et donc, je ne vais pas parler de la vie de Baudelaire, la vie conflictueuse qu'il a vécue, parce que ça ne nous intéresse pas ici. Mais Baudelaire, il était poète, il était traducteur, il était critique d'art. D'accord? C'est ça ce qui nous intéresse ici. Et d'une certaine façon, on va dire que Baudelaire était aussi un théoricien de l'art ou de la littérature aussi. Et Baudelaire, quand je disais qu'il il a été un traducteur, il a traduit les œuvres d'Edgar Allan Poe de l'anglais au français. Et donc, il a un contact avec ces histoires, c'est-à-dire l'influence de la littérature d'Edgar Allan Poe sera présente et visible, évidente dans l'œuvre de Baudelaire. Et quand je parle de évidente, c'est par exemple, on verra une présence, une certaine présence satanique dans la poésie ou une référence à Satan, diable, etc. dans la poésie de Baudelaire. Mais ça répond à une poétique, à un projet de poésie qui va mêler l'idéal d'un côté et, je peux dire, les profanes de l'autre. Donc, la beauté et les profanes de l'autre. Et en plus, la théorie de Baudelaire sur la modernité m'intéresse parce que dans sa poésie, on va voir aussi ce jeu entre l'éternité et le momentané ou quelque chose comme ça. D'accord? Quelque chose qui vient pour durer éternellement et d'autres choses qu'on sait très bien qui va mourir bientôt. Il y a ce jeu dans sa poésie. Et voilà. Et donc, je vais utiliser ici la partie du peintre de la vie moderne dans laquelle le peintre de la vie moderne, c'est un livre de Baudelaire ou un texte qui parle d'un peintre du 19e siècle. Il fait une critique et à partir des tableaux de ces peintres, il va développer quelques concepts qui seront très importants pour la compréhension de la littérature, de la société, de la modernité, d'une certaine manière. Et ça, c'est important parce que c'est la base de l'activité que je vais vous demander à propos du spleen de Paris ou les petits poèmes en prose. D'accord? Donc, voyons ici. Dans cette partie, la modernité, Baudelaire dira non, c'est pas si compliqué, Juliane. Je vais lire tout entier, mais je m'arrête ici pour ne pas lire les phrases sans contexte. Donc, il y a la modernité. Ainsi, il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il? À coup sûr, cet homme, tel que je l'ai dépeint, c'est solitaire. Je m'arrête là pour parler encore d'Edgar Allan Poe. Parce que j'avais dit ce côté satanique ou bizarre ou étrange qui est présent surtout dans les contes fantastiques ou merveilleux
de Edgar Allan Poe. Nous avons cette traduction en portugais, Histórias Maravilhosas, si je ne me trompe pas, de Edgar Allan Poe. Mais Edgar Allan Poe, il a aussi un conte qui s'appelle L'Homme de la Foule. En portugais, c'est O Homem da Multidão. Et c'est un conte qui a cette figure, cet homme qui marche dans les rues. Il me semble que c'est Londres, une grande ville au XIXe siècle. Il n'a pas de but. Son but, c'est de marcher, de errer dans les rues. Et les narrateurs voient cet homme, s'intéressent à lui et il se met à le suivre. Et il passe la nuit en suivant cet homme de la foule et il se rend compte qu'il ne va nulle part. Ce qu'il fait, c'est de marcher dans la ville. Et ce narrateur, il interprète ce mouvement de ce personnage comme si il cherchait dans une grande ville, nous sommes tous solitaires, et il était dans la rue, dont il cherchait la foule comme une manière d'éviter la solitude. C'était quelque chose comme ça. Et pourquoi je me suis arrêté, j'ai arrêté la lecture pour parler de ça? Parce que la présence de la ville moderne va être aussi un autre élément de la poésie de Baudelaire. Et donc, il dit ici, que cherche-t-il à coup sûr cet homme tel que je l'ai dépeint, ce solitaire doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers les grands déserts d'hommes. Les grands déserts d'hommes, c'est cette foule dans les grandes villes, mais on est tous solitaires. Donc, a un but plus élevé que celui d'un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité. Et ça, c'est intéressant parce qu'on dit que Baudelaire a forgé le terme modernité. Ça n'existait pas. Il me semble que ça existait moderne. Et d'une certaine façon, les jeux avec, je ne sais pas si on dit en français, odierne, comme si c'était contemporain, quotidien du moment présent. Et donc, il continue ici. Car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. Il s'agit pour lui de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir des poétiques dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire. Et ça, c'est important aussi, parce que j'essaie de parler vite, de ne pas entrer dans trop de détails de Baudelaire. Mais Baudelaire, il s'intéresse à la mode aussi. Et à son avis, il utilise la mode comme une espèce de signe sémiotique, pour le dire comme ça, c'est-à-dire la mode, l'expression de la mode, elle a un composant transitoire, mais elle fait une transition à quelque chose qui est éternel. Donc, ce qu'il cherche dans la littérature ou dans sa conception de modernité, c'est de trouver, à partir de quelque chose qui est transitoire, comment ce transitoire nous met en contact avec quelque chose qui est éternel. C'est bizarre de penser un peu comme ça, mais c'est possible de voir ça exprimé dans sa poésie, dans sa littérature, en quelque sorte. Avançons ici dans le texte. Voilà. Et il dira encore. Voilà. La modernité, c'est les transitoires, les fugitifs, les contingents, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel, l'immuable, immuable, immutable. Donc,
La modernité, c'est les transitoires, les fugitifs, les contingents, la moitié de l'art. De l'autre moitié, dont l'autre moitié de l'art, c'est l'éternel, l'immuable. Et cette définition de la modernité, elle est tellement intéressante parce qu'elle nous permet, par exemple, de relire un texte ancien aujourd'hui et de dégager ce qui est transitoire du texte, ce qui est contingent, ce qui est circonstanciel, c'est-à-dire ce qui parle au contexte dans lequel le texte a été écrit. Mais il y a une autre chose, je peux dire, pour essayer de trouver d'autres mots, un message que le texte nous transmet qui est atemporel, qui est éternel, qui est, comme il dit ici, immuable. D'accord? Et puis, il continue ici, ils sont parfaitement harmonieux parce que les costumes, la coiffure et même le geste, le regard et les sourires, chaque époque a son port, son regard et son sourire forment un tout d'une complète vitalité. Et pour vous donner le contexte, c'est parce que dans l'extrait avant cette partie, cette sous-partie de la modernité, il parlait, par exemple, de prendre les photographies d'une autre époque et regarder les vêtements, les sourires, l'allure des gens, et on verra comment il y a quelque chose qui appartient à l'époque, mais il y a quelque chose qui dure, qui nous met en contact avec l'éternel de cette époque-là, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et je me suis arrêté ici, complète vitalité. Cet élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n'avez pas le droit de les mépriser ou de vous en passer. En les supprimant, vous tombez forcément dans les vides d'une beauté abstraite et indéfinissable, comme celle de l'unique femme avant le premier péché. En fait, ce qu'il dit, c'est que ce qu'il y a de transitoire et ce qu'il y a d'éternel dans l'art, obligatoirement, ils doivent venir ensemble, parce que si on sépare les deux, on aura ce côté éternel comme quelque chose d'abstrait qu'on n'arrive pas à toucher, et d'autre côté, si on prend seulement les côtés transitoires, on va rester trop dans la circonstance, dans les contextes, dans la situation dans laquelle le texte ou la photographie ou l'œuvre d'art a été produit, a été écrit. Donc, dans cette idée de modernité, l'art, elle est composée de quelque chose de transitoire et de l'autre côté, de quelque chose d'éternel. Et elles sont parfaitement compatibles. C'est ça la synthèse du concept de modernité de Baudelaire. C'est quelque chose d'éternel et quelque chose de transitoire qui viennent ensemble, assemblés dans le même objet que c'est l'objet, l'œuvre d'art. OK? C'est clair? Ça va? OK. Avançons ici. OK. Il est sans doute excellent d'étudier les anciens maîtres pour apprendre à peindre, mais cela ne peut être qu'un exercice superflu. Donc ici, il va continuer de parler de la peinture et je pense que c'est tout ce que je voulais discuter. Oui, ça suffit. Et donc, cela dit, par rapport à cette théorie de la modernité de Baudelaire, vous avez ici en face de vous le livre Spleen de Paris, ou connu aussi comme les petits poèmes en prose. Et je vais vous montrer ici la table de matière. Vous allez voir, ce sont plusieurs
petit texte. Je vais vous envoyer un document éditable sur Google Docs et vous devez chacun et chacune choisir un poème en prose de Baudelaire pour répondre à la question que je vais vous demander sur cette idée de la modernité chez Baudelaire. Et ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de dégager du poème choisi ce qui nous remet à l'éternité ou à l'éternité et au transitoire. D'accord? Et vous allez voir, ce sont des poèmes en prose. Et parfois, quand on parle de poèmes en prose, ça c'est intéressant parce que c'est un apport ou une nouveauté révolutionnaire apportée par Baudelaire à l'histoire de la poésie. Donc, vous voyez ici, c'est un poème dialogué, c'est un dialogue. Nous avons ici un autre poème, Le désespoir de la vieille. Et en fait, ces poèmes en prose, ils représentent d'une certaine façon des scènes de la vie parisienne observées par le poète. En gros, c'est ça. D'accord? Donc, l'activité que je vais vous demander, c'est choisir un seul poème, et c'est un poème. Il y a des poèmes suffisants pour chacun et chacune, donc pas besoin de répéter le même poème. Donc, je vais vous faire la liste, vous allez choisir un et vous allez répondre la question. Et je ne vais pas entrer dans les poèmes en prose parce que c'est l'activité que vous allez faire. Et je voudrais passer Les fleurs du mal, au livre Les fleurs du mal. Et comme je vous ai demandé de regarder la vidéo sur les livres Les fleurs du mal, je vous encourage, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je n'aurai pas le temps d'entrer dans tous les détails de ce livre. Mais ce qui est intéressant, c'est que assez souvent, un livre de poèmes, c'est le recueil de tous les poèmes qu'un poète a écrits dans un espace de temps, assemblés dans un livre. Et assez souvent, ce livre, il représente la façon de penser à une période de la vie du poète. Parfois, le livre répond à une même poétique, à un même système de production, à une espèce de... on retrouve la même thématique ou des thématiques récurrentes, etc. Mais c'est-à-dire que, en bref, un livre de poèmes, c'est le recueil de poèmes écrits par un poète dans une période de temps. Ce n'est pas le cas de Les fleurs du mal. Et Les fleurs du mal, peut-être, est le livre de poèmes le plus célèbre au monde. Et je n'exagère pas. C'est peut-être le livre de poésie les plus traduits, les plus lus un peu partout au monde. Et c'est, on peut même dire, c'est une espèce d'architecture, je peux dire, de cathédrale, parce qu'il est complètement composé. Et il est composé de manière irrégulière, d'accord, mais nous avons d'une certaine façon une organisation comme un parcours du poète qui cherche sa vérité ou la vérité de la poésie. Et donc, comme vous voyez ici, nous avons une préface au lecteur qui est un poème. Nous avons cette partie spleen et idéal. Spleen, c'est le mot anglais pour qui fait rapport à une espèce de mélancolie. D'accord? Et donc, c'est ce jeu entre l'existence et l'idéal, et l'existence pas belle du tout, mais je dirais ce jeu entre
Comme on disait tout à l'heure de la modernité, entre ce qui est transitoire et ce qui est éternel. Et la recherche de cet idéal poétique. Puis, nous avons, la première partie, spleen et idéal, c'est la partie la plus grande, avec plus de poèmes. Les tableaux parisiens, comme le poète, comme je vous ai dit, cette influence de Edgar Allan Poe et du conte L'homme de la foule, c'est le poète qui erre, qui flâne dans la ville de Paris. Il va chercher dans cette ville moderne qui est en train de se moderniser quelque chose, ou la rencontre avec l'autre. Le vin, c'est le poète qui essaye de se réfugier. Comme il ne rencontre pas dans la foule, dans la ville, les réponses, il va se réfugier d'une certaine façon dans la drogue. Ici, c'est le vin, mais une donnée, une information importante de la vie de Baudelaire, c'est qu'il était consommateur d'opium, de hashish, pour le dire. Et donc, c'est les refuges dans des substances qui vont le mettre à une certaine distance de la réalité. Et je vous conseille aussi l'essai, une espèce d'essai de Baudelaire qui s'appelle Le poème du hashish, dans lequel il raconte certaines expériences de l'utilisation du hashish, mais c'est très intéressant parce que c'est raconté comme un ami. Un ami a fait les expériences avec les hashish. Et puis, on a cette partie, les fleurs du mal, qui c'est rien n'a marché dans cette recherche du poète. Nous avons la révolte du poète et puis la mort comme la fin du poète dans cette recherche de l'éternité, de la beauté, etc. D'accord? Et donc, c'est un livre de poèmes que vous voyez, il y a un parcours de cette recherche de la beauté, de la poésie, je sais pas, d'une réponse pour l'existence de manière générale. Et donc, j'ai ici quelques poèmes à lire avec vous pour vous démontrer tout d'abord la génialité de Baudelaire et aussi la présence de certains éléments assez intéressants. Le poème au lecteur, non, je ne vais pas le lire parce qu'il est un peu long, mais il est intéressant. Je vais juste commenter la dernière strophe parce qu'il y a quelques éléments intéressants ici. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il dit ici, c'est l'ennui. L'ennui, c'est le spleen. J'avais dit comme traduction ici la mélancolie, mais Baudelaire va utiliser le terme ennui aussi comme peut-être synonyme de tège. Pas synonyme, mais traduction de tège. Et donc, c'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire. Il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Le monstre délicat, c'est l'ennui. Hypocrite, lecteur, mon semblable, mon frère. Et dans cette strophe, c'est assez discuté, cette idée dans la poésie, il fait contact avec son lecteur. En même temps, il agresse le lecteur, disant que le lecteur est hypocrite, mais en même temps, il se met comme un semblable, c'est-à-dire un hypocrite aussi, comme le lecteur. Et ils sont frères dans cette hypocrisie. D'accord? Donc, c'est intéressant parce que c'est une façon de
C'est pas une façon, mais c'est l'introduction. Il se dirige au lecteur, donc il invite le lecteur à lire son livre de façon à dire, nous sommes pareils dans cette journée, dans ces voyages qu'on va faire à partir de maintenant. OK? Et je reviens à la table des matières parce que, c'est important ici, j'avais oublié de dire, le livre Les Fleurs du Mal est dédié à Théophile Gautier, le poète convenant que nous venons de voir. Il dit ici, un poète impeccable, ô poète impeccable, ô parfait magicien, est lettre française, à mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. Donc, vous voyez qu'il y a une connexion entre Baudelaire et Théophile Gautier. Et donc, je passe encore une fois à la table de matière. Ouais. Oups. Je ne vais pas... je doute, en fait, parce que les poèmes sont tellement intéressants. Voyons ici. Oui. Ici, ce poème, L'Albatros, c'est un poème très connu parce qu'il utilise l'image de l'albatros, ce grand oiseau un peu maladroit, pour utiliser comme l'image du poète dans la modernité. Et donc, il dira ici, souvent pour s'amuser, les hommes, et vous voyez que nous avons ici, je parlais de la forme, et Baudelaire, quand on écoute sur sa vie, on verra comment il était hors norme dans sa vie privée et dans sa vie en société. Mais il était un poète très doué au niveau de la forme. Et donc, vous voyez ici, c'est un poème assez avec les rimes, équipage, voyage, mer à mer, planche blanche, honteux, et la mesure de vers. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage. Donc, il y a 12 syllabes. Donc, c'est un vers alexandrin qu'il utilisait assez bien. Et donc, vous allez écouter le rythme du poème. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux de mer, qui suivent un dolent compagnon de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ces voyageurs ailés, comme il est gauche et veulent, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes des géants l'empêchent de marcher. Et donc, l'idée ici, c'est de prendre l'image de cet oiseau qui, quand il vole, quand il est dans les airs, dans les ciels, il est majestueux, mais quand il est dans la terre, il est maladroit. Pensez en portugais à un urubu.
n'est-ce pas? C'est un oiseau qui, quand il vole, il est très beau, majestueux, mais quand il est sur, sur les sols, il est maladroit. Et en fait, le poète, c'est plus ou moins, c'est semblable à ces princes des nuées, exilés sur les sols au milieu des ouées. C'est-à-dire, le poète, c'est cet oiseau qui pourrait ou qui aurait pu être majestueux, mais il est exilé au sol. C'est-à-dire, et ça vient, ce poème, l'Albatros, c'est un des poèmes de cette partie, spleen et idéal. C'est-à-dire, le poète est capable de aspirer à l'idéal, au plus grand vol possible, mais il reste un homme exilé sur la terre. D'accord? Donc, c'est la métaphore qu'il utilise, l'Albatros, comme métaphore du poète. Un être maladroit, exilé ici, au sol, parmi les hommes, mais et d'une certaine façon, avec un potentiel de voler très loin, mais incapable de le faire. Donc, il a un idéal, mais l'ennui ou la réalité le met comme exilé sur la terre. OK? Je vois que les temps passent et je vais continuer à parler de Baudelaire jeudi, mais il y a encore quelques poèmes que je voulais lire avec vous ici. Ce poème, Une charogne, non, je ne vais pas le lire parce qu'il est très long. Peut-être je vais le lire jeudi avec vous. Et je vais parler ici de peut-être de ces deux poèmes. Non, seulement celui-là à une passante. Parce que c'est la thématique de la ville et de la femme. Deux choses. Oui, Kai, nous avons cours jeudi normalement. D'accord? Et n'oubliez pas, nous avons cours donc jeudi de cette semaine, mardi de la semaine prochaine et jeudi de la semaine prochaine. Donc, voilà. Voilà. Et donc, je reviens ici au poème à une passante. Et donc, comme je vous ai dit, Baudelaire, ce poète, il est connu comme le poète de la modernité. Donc, c'est un poète qui va parler de la ville, de la vie en ville, des gens qu'il retrouve dans la ville de Paris, de la solitude de quelqu'un dans une grande ville et des rencontres aussi qu'on fait dans une grande ville. Et moi, j'aime bien ce poème à une passante parce que c'est le contexte d'un flirt quand on croise le regard avec quelqu'un dans la ville. Peut-être comme des Brésiliens que vous êtes, vous n'avez pas l'occasion de flirter avec les gens parce qu'il n'y a pas de centre-ville dans cette ville. Mais quand on est dans une grande ville, comme Belo Horizonte, que j'aime bien, et on est au centre-ville, il y a la foule des gens. Maintenant, à cause de la pandémie, un peu moins, n'est-ce pas? Mais ici, vous voyez, je vais lire le poème et vous montrer la question de la femme, de la ville, et aussi cette discussion de la modernité, de quelque chose qui est fugitif, c'est-à-dire croiser quelqu'un et croiser le regard, et une sensation d'une certaine façon d'éternité qui est les sentiments évoqués. Et donc, voyons le poème à une passante. La rue, assourdissante autour de moi, hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. D'une main facieuse, soulevant, balançant les festons et l'hurler.
agile et noble avec sa jambe des statues. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan. Je reviens ici. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais pas, tu ne sais où je vais. Ô toi, j'eusse aimé, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Vous voyez, ici, c'est la génialité du poète qui est capable de transformer un moment fugitif, rapide, dans quelque chose comme ce poème-là. Donc, vous voyez, nous avons ici le contexte ou pas le contexte, mais le décor où se situe la scène. La rue assourdissante autour de moi hurlait, donc les gens, les bruits de la rue, et il voit la femme, longue, mince, un grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fâcheuse, soulevant, balançant les festons et hurlait. Ici, c'est par rapport à son vêtement, d'accord? Et un corps sur la femme, agile et noble, avec sa jambe des statues. Et le poète. Je buvais crispé comme un extravagant dans son œil, donc je buvais dans son œil. Et ici, il utilise une image pour parler de l'œil de la femme, ciel livide où germe l'ouragan. Ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? Um céu lívido onde germina l'ouragan, c'est como que a gente fala? Me fugiu a tradução. Vendaval, não é vendaval não, mas o... Como que traduz, gente? Furacão não, né? Furacão, exactement. Voilà. Et vous voyez la beauté de l'image. O olho dela como um céu lívido onde germina ou nasce o furacão. C'est magnifique, ça. Et donc, j'essaye de mettre l'idée. Moi, je buvais dans son œil la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. C'est l'admiration pour cette femme qu'il voit de manière rapide dans la rue. Et il décrit un éclair et puis la nuit, parce que c'est fugitif, c'est rapide. Et donc, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Imaginez ce genre de croisée de regard qu'on se sent renaître. C'est magnifique. Moi, j'adore ces poèmes. Ne te verrai plus que dans l'éternité. Donc, vous voyez, parce que dans cette existence, ce qu'il y a de concret pour le poète, c'est avoir croisé cette femme et croiser le regard, échanger quelque chose, et puis tout est perdu. Et c'est cette idée-là de un éclair et puis la nuit. Et il se demande s'il ne la verrait plus que dans l'éternité. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Donc, il n'a pas trop de perspective de la revoir. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais pas où je vais, ô toi que j'eusse aimé, la personne qu'il aurait pu aimer, et elle savait très bien qu'il aurait pu l'aimer quand même.
Donc, c'est cette vie turbulente, on n'a pas les temps, c'est la vie dans une grande ville. Donc, on croise quelqu'un qu'on aurait pu aimer avoir une histoire, mais on doit partir quelque part, l'autre personne part faire son chemin, et c'est ce que la ville nous réserve, des rencontres fugitives, rapides, qui n'ont pas de suite. Donc, mais quand même, vous voyez les jeux que je parlais tout à l'heure de transitoire et éternel, on peut même voir dans ces poèmes les transitoires comme le fait de croiser la personne dans la rue et l'éternel comme le poème qui a enregistré pour l'éternité ces moments fugitifs. Vous voyez? Donc ça, c'est Baudelaire. Et donc c'est ça, il a déjà midi, mais je vais continuer jeudi avec Baudelaire. Je vais faire un parcours rapide parce que là, je vous dis même les poèmes que je vais utiliser parce que je vais parler de Les vents des chiffonniers parce que c'est un poème analysé par Walter Benjamin dans un poète dans le comment ça s'appelle le texte en portugais, c'est un poète no auge do capitalisme, quelque chose comme ça, qui a une critique sociale de Baudelaire. Et puis, je vais revenir à ces poèmes correspondance pour introduire la discussion sur le symbolisme. D'accord? Et puis, je commence à parler de littérature et engagement. D'accord? Pour introduire l'existentialisme qui sera la base de la discussion de l'étranger des Camus. D'accord? Est-ce que vous avez, ça a été un peu, comme on dit, à l'arrache pour essayer de parler de plusieurs choses dans un court espace de temps, mais j'espère que ça a été clair, mais en tout cas, les vidéos que je vous ai recommandées vous aident aussi à rappeler ou à vous situer dans ces écrivains et ces contextes de l'époque. Est-ce que vous avez des questions à me poser là? Et sinon, je vous recommande de faire l'effort de lire Baudelaire parce que ça vaut la peine. D'accord? Ça vaut la peine. D'accord. OK. Donc, voilà, c'est ça. Je vous remercie et on se revoit jeudi à 10 heures, comme d'habitude. D'accord. Et pas de chute, pas d'accident domestique cette semaine-là. D'accord. Donc, voilà, merci pour votre attention et votre compréhension. Bonne journée, bon après-midi. Au revoir, prof. Bonne journée. Au revoir, bonne journée, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et pour ceux qui m'ont écrit, je vais répondre les messages au plus vite possible. D'accord? D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Merci.